Bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédérique Marquet, je suis la coprésidente du réseau des catalyseurs territoriaux, qui fait partie des 21 réseaux qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre aujourd'hui. Et je suis ravie d'ouvrir cette journée avec vous. J'aimerais introduire cette deuxième édition des rencontres nationales de la coopération territoriale en passant par Aix-en-Provence, où se sont tenues les rencontres d'Aix les 2, 3, 4 juillet dernier. Ces rencontres sont le plus grand forum économique et social en Europe. Il existe depuis 2001, il est gratuit et a été créé par le Cercle des économistes. Et point non négligeable, il accorde une place importante à l'expression des jeunes. Cette année, la thématique était « Naviguer dans un monde sans repères ». Pour appuyer cette thématique, le forum a fait part des résultats d'une enquête menée par Odoxa pour Confluence et l'Opinion sur les repères dans la société française. Un peu plus de 1000 personnes de plus de 18 ans, début juin, ont répondu à cette enquête. La conclusion est lourde de sens. Nous sommes dans un monde en perte de repères. L'enquête fait ressortir qu'il y a une crise du commun et du politique. 84% des répondants pensent que les repères sont moins solides qu'il y a 20 ans. Et en même temps, 92% pensent que c'est important d'avoir des repères collectifs. Les répondants ne sont pas pour autant résignés. Ils disent qu'il faut traiter la perte de repères comme une urgence collective. Alors oui, on peut être d'accord avec ce constat. On a tous des exemples dans notre quotidien qui vont dans ce sens. La défiance, les opinions binaires, la confrontation plutôt que la compréhension. Mais nous sommes là, nous, sur les territoires, sur tous les territoires, métropolitains et ultramarins. Nous agissons depuis longtemps localement, mais on ne nous voit pas ou pas assez. Alors il faut parler plus fort. Poursuivre notre capacité à faire en commun, ajouter des pièces à notre puzzle écosystémique, se rendre visible, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour définir nos trajectoires en commun pour la nouvelle mandature des territoires 2026-2033. Comme je vous le disais, le réseau des catalyseurs territoriaux, dont je suis la coprésidente, avec Delphine Van Voort de la Fondation de Lille, est l'un des 21 réseaux co-organisateurs de cette journée. Il est composé de catalyseurs, de tiers de confiance, 350 à ce jour, d'univers différents qui agissent sur leur territoire. Ils viennent de développement économique, acteurs économiques, entreprises, ils viennent de structures d'intérêt général, ils viennent d'acteurs publics, ils viennent du monde académique. C'est un réseau aujourd'hui donc de 350 catalyseurs qui est issu d'un cheminement collectif depuis 2008 et qui a été créé en 2014 pour partager entre pairs les pratiques des catalyseurs territoriaux. Donc, comme je vous le disais, un catalyseur, c'est un tiers de confiance qui relie les mondes entre eux, un maillon générateur de liens et qui se doit d'être polyglotte pour parler la langue de tous ces mondes. Comme on voit aussi, les catalyseurs sont issus de profils très divers. La deuxième rencontre nationale des coopérations territoriales prend place dans un contexte très particulier de nouvelle mandature municipale 2026-2033. Elle a été construite avec 21 réseaux différents, 72 intervenants d'une grande diversité d'engagement et de typologie d'acteurs qui va de l'institutionnel au citoyen, notamment les jeunes, en passant par les 8 autres profils, les collectivités, les académiques, les ingénieries, les internationaux, les associations, les fondations, les médiations, les médias, les investisseurs et également de nombreux bénévoles que je remercie chaleureusement. Cette édition veut donner à voir l'articulation entre les différentes légitimités de coopération ancrées dans les territoires, qui sont de véritables leviers des transitions. En d'autres mots, on pourrait dire chacun a sa place, au sens où il a une place, et chacun a sa place dans le sens où il exerce ses expertises et ses missions. Il s'agit juste de savoir si on met l'accent ou pas. Les projets territoriaux concentrent à la fois les politiques publiques,
les actions économiques, les envies d'engagement dans un cap et un cadre commun et génère innovation sociétale et territoriale. Cette journée a été bâtie pour valoriser ce que sont et font les territoires et comment ils sont accompagnés dès le premier kilomètre de leurs besoins. Aujourd'hui, les rencontres 2026 sont le fruit du croisement de deux dynamiques. Les RNCT 2025 qui ont été organisées en 2025 par le comité 21 en partenariat avec l'ANCT, l'ANPP Territoire de Projet, le CEREMA, le CGDD et le Rameau, et en résonance avec le Tour de France des ODD préalablement réalisés. Et, donc, comme je vous le disais, le croisement de deux dynamiques, une deuxième dynamique, celle des rencontres des pionniers des alliances en territoire, organisées chaque année depuis 2015 par le réseau des catalyseurs, qui anime le dialogue et les alliances entre collectivités, services déconcentrés de l'État, associations, fondations, entreprises et établissements scolaires d'enseignement supérieur. Pour clôturer le mandat précédent et valoriser le travail accompli, ce réseau a publié un vade-mecum, ingénierie de proximité, pour réinventer nos liens et nos lieux à l'occasion du Salon des maires de 2025, qui s'intitulait « Le meilleur en commun ». Des rencontres comme celle d'aujourd'hui se préparent et nous avons débuté il y a 9 mois, tout un symbole, de manière collective. 3 webinaires ont progressivement éclairé les principaux enseignements de cette réflexion collective. Le 14 avril dernier, sur comment agir ensemble dans les territoires, nous a permis de voir que la coopération n'est plus une exception. Elle est devenue une véritable compétence. Méthode, espace de dialogue, tiers de confiance, ingénierie adaptée, aujourd'hui, sont des ingrédients incontournables si nous visons des réponses durables. Le 21 mai dernier, le webinaire sur les trajectoires socio-économiques des territoires, et notamment la place et le rôle des jeunes dans ces trajectoires, nous ont permis de voir qu'aujourd'hui, nous devons faire avec eux, que ce ne sont pas simplement des bénéficiaires de politiques publiques et associatives, mais que ce sont des acteurs à part entière, acteurs des transformations en cours. Leur qualité d'engagement, leur créativité, la capacité à coopérer sont autant d'atouts d'inclusion, de résilience et de durabilité. Enfin, le 16 juin dernier, le dernier webinaire a été consacré à l'engagement territorial des entreprises, qui sont de véritables contributeurs au développement et à la résilience des territoires, pas simplement des acteurs économiques. Ils agissent sur la RSE, sur l'innovation, sur l'inclusion des jeunes, sur l'emploi, sur l'attractivité, le mécénat de compétences, l'écologie industrielle, les partenariats locaux. Donc, tous ces webinaires nous font dire aujourd'hui que nous ne sommes pas dans une phase nous ne sommes pas des débutants. Les coopérations ont fait leurs preuves. Tout ce travail préparatoire a abordé les 3 dimensions des coopérations territoriales, méthode, trajectoire et engagement. Les enseignements ont été partagés, les conditions de réussite qualifiées et le levier pour changer d'échelle identifié. Les coopérations territoriales ont fait leurs preuves. Nous n'en sommes plus aux expérimentations. Dans de nombreux territoires, elles produisent déjà des résultats concrets en matière d'innovation, de cohésion sociale, de développement économique et de transition. Elles sont un levier important pour relever le défi de la territorialisation des transitions. Cette mobilisation des partenaires pendant 9 mois va éclairer aujourd'hui nos réflexions, notamment sur les différents leviers d'accélération des transitions pour cette nouvelle mandature 2026-2033. Et le réseau des catalyseurs territoriaux est très heureux de coordonner cette dynamique collective. Pour commencer, je voudrais vous proposer de faire un petit tour à Paris-Est, Marne-et-Bois, en direct de Saint-Mandé, où j'ai le plaisir d'être bien entourée, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous présente 4 personnes d'horizons différents de notre territoire qui symbolisent la coopération multi-acteurs locale. Marianne Véron, élue à la commune de Saint-Mandé et présidente de la commission développement économique du territoire Paris-Est Marne-et-Bois.
Jean-Claude Morel, président honoraire du Club d'entreprise Affaires et Convivialité, qui représente l'entreprise, et Étienne Devancet, chef d'entreprise et membre de la Fondation territoriale Marne-et-Bois, et moi-même, agent territorial, directrice adjointe de l'innovation à Paris-Est Marne-et-Bois. Alors Marianne, je me tourne vers vous. Depuis juin, vous êtes la présidente de la commission développement économique du territoire Paris-Est Marne-et-Bois, et vous aviez accueilli dans votre précédente mandature la 10e rencontre des catalyseurs territoriaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le dernier webinaire qui s'est déroulé le 16 juin dernier sur le territoire? Merci Frédéric. Si vous le permettez, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous les participants, remercier les ministres, Madame Ferrari, Monsieur Fournier, d'avoir accepté d'apporter leur soutien à cette nouvelle édition. Et je souhaite également remercier les 21 partenaires organisateurs pour avoir choisi Saint-Mandé, effectivement pour une deuxième fois, puisqu'il y a eu cette première édition lors du 10e anniversaire. Et de façon plus large, donc remercier tous les participants qui vont intervenir durant cette journée de travail. Je remercie également Monsieur le Président du Rameau, Charles-Benoît Hitzik, pour son implication dans l'organisation à vos côtés. Alors effectivement, mon élection remonte à tout juste 3 semaines et dès le lendemain, j'ai eu l'occasion de participer à un webinaire organisé par le territoire sur l'engagement territorial des entreprises. Cela m'a permis de mieux appréhender le travail et la dynamique qui ont été engagés par Paris-Est Marne-et-Bois et avec l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les collectivités, les associations, les entreprises et les établissements scolaires. Je dois dire que j'ai été impressionnée par le travail qui a été accompli durant ces 9 mois par tous ces acteurs. Alors, vous l'avez dit, ce webinaire constituait donc l'un des 3 volets introductifs des rencontres nationales de la coopération territoriale. Et il a permis de montrer concrètement, à travers différents projets, ce que produit cet engagement territorial des entreprises et de démontrer que cet engagement est non seulement utile aux entreprises, mais également au territoire. Alors aujourd'hui, nous avons besoin de vous tous pour aller plus loin. Pour moi, c'est l'union qui fait la force. J'ai toujours travaillé avec cet objectif de rassembler les talents et les idées, et ce, dans l'intérêt général. Et j'ai bien l'intention de poursuivre dans la même lignée les travaux qui sont déjà engagés. Frédéric, je vous rends la parole et je vous souhaite à tous une excellente journée de travail. Merci beaucoup, Marianne. Je vais laisser maintenant le soin aux 2 ministres, Madame Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et Monsieur Michel Fournier, ministre délégué chargé de la ruralité, de commenter notre élan initial, jeunes et territoires, ici et là-bas. Chers amis, mon agenda ne me permet malheureusement pas d'être présente aujourd'hui avec vous, mais je tenais à vous adresser ce message pour ouvrir cette 2e édition des rencontres nationales de la coopération territoriale. Cette journée est l'occasion de réfléchir ensemble aux trajectoires que nous voulons construire et aux coopérations à développer dans nos territoires à l'heure où de nouveaux mandats s'ouvrent avec une perspective qui nous conduit jusqu'en 2033. Pour relever ces défis, une conviction doit nous rassembler, mobilisons notre jeunesse. Car oui, les jeunes ont envie de s'engager. D'ailleurs, les chiffres le montrent, près d'un jeune sur 3 de 15 à 30 ans consacre bénévolement du temps à une association au moins une fois par mois. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative accompagne ces parcours d'engagement à travers plusieurs dispositifs. Le service civique constitue un outil central de nos politiques publiques ciblant les jeunes. Il permet à des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap d'effectuer des missions d'intérêt général allant de 6 à 12 mois. Alors que nous allons atteindre en 2026 le cap du million de jeunes engagés, il est important de souligner leur diversité dans les territoires. 28,8% des volontaires viennent en effet de milieu rural et 13,8% de quartiers prioritaires de la politique de la ville. On constate également une très forte mobilisation dans les Outre-mer où 1 jeune sur 4 réalise un service civique. Alors le service civique, il crée une relation, je dirais, gagnant-gagnant. D'une part, pour les jeunes, il constitue une expérience d'engagement qui favorise l'insertion professionnelle. Alors que 7 jeunes sur 10 sont sans emploi et sans études avant le début de la mission, ils sont 7 jeunes sur 10 à avoir trouvé un emploi ou avoir repris une formation une fois leur mission achevée.
Et puis d'autre part, pour la société, les jeunes en mission renforcent l'action d'intérêt général des 80 000 structures d'accueil publiques et associatives. Et enfin, pour les associations, le service civique stimule l'innovation. 20% des structures déclarent avoir lancé de nouveaux projets grâce à la créativité et au regard neuf de nos jeunes. Prenons ainsi l'exemple de l'association InSit qui mobilise des jeunes en service civique par un volontariat rural. Pendant 6 mois, les jeunes s'installent en immersion dans les villages pour accompagner des projets locaux avec les habitants et les élus. Culture, patrimoine, lien social, transition écologique et que sais-je encore. Par exemple, à Accous dans le Béarn, le prochain volontaire participera à la création de sentiers de randonnée et aura la charge d'imaginer des visites guidées dans le village autour de la biodiversité locale. Alors au-delà du service civique, le ministère soutient également la découverte du bénévolat en ciblant les 16-18 ans à travers la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Depuis avril 2026, 35 000 missions de bénévolat adaptées et sécurisées sont proposées. Pour prolonger cette dynamique, nous lancerons à la rentrée une plateforme de l'engagement qui permettra à chacun de trouver une mission selon ses envies et sa disponibilité, du bénévolat, du volontariat ou la réserve. Pour conclure, je reprendrai volontiers ces mots de Nelson Mandela. Nous devons investir dans notre jeunesse, ils sont notre bien le plus précieux, ils porteront la torche de la liberté et de la justice pour les générations à venir. Alors soutenons notre jeunesse pour qu'elle demeure au cœur de la coopération territoriale et qu'elle puisse être mobilisée sur tous les défis qui sont devant nous. Je vous souhaite donc une belle journée de partage et d'échange. Merci beaucoup, Madame Ferrari. Et maintenant, nous donnons la parole à Monsieur Michel Fournier, ministre délégué chargé de la ruralité, pour commenter également cet élan initial sur les jeunes et territoires ici et là-bas. Madame la ministre, chers élus, mesdames et messieurs, bien sûr, je regrette de ne pouvoir être parmi vous en personne, mais je suis heureux de vous retrouver aussi pour ces deuxièmes rencontres nationales de la coopération territoriale. En fait, l'organisation de cette journée est admirable. C'est des réseaux nationaux, des territoires de toute la France, des acteurs publics et privés qui sont réunis pour évoquer ce thème passionnant 2026-2033. Quelle trajectoire en commun? 7 ans. 7 ans, c'est un long mandat qui commence. Il verra passer 2 élections présidentielles, 2 législatives, des départementales, des régionales. Les équilibres nationaux évolueront, les priorités aussi. Mais une chose est sûre, cependant, le bloc communal, lui, restera. C'est sa force et sa noblesse. C'est être un pôle de stabilité dans un monde incertain. Cependant, le local n'est pas seul. Il est dynamique, il tisse des liens, il bâtit des ponts, mais selon l'étude Tendance et fragilité économique que vous connaissez bien et qui a été présentée au dernier Salon des maires, si 62% des acteurs économiques considèrent leur territoire en difficulté, 93% indiquent qu'une dynamique de coopération y est à l'œuvre et 96% estiment que le jouet collectif est désormais incontournable. Donc vous voyez, ces chiffres sont là pour nous encourager et nous prouver qu'il existe une tendance de fond et bien avancer ensemble. Alors cette nécessité de coopérer s'applique aux liens entre acteurs privés et publics, mais également aux relations entre territoires. Permettez-moi d'insister sur un point qui me tient à cœur en tant que ministre de la Ruralité. On a longtemps opposé urbain et rural. On a longtemps regardé les territoires ruraux comme des territoires du moins de services, moins d'infrastructures, moins d'attractivité. Mais en fait, je le dis tout nettement, c'est une erreur. Parce que les territoires ruraux ont développé souvent par nécessité, certes, mais des façons d'entreprendre, de coopérer, de faire lien social qui sont aujourd'hui des modèles pour tous. Ce que l'on appelle le bon sens paysan, cette capacité à trouver des solutions simples, à faire avec ce qu'on a, à mobiliser la solidarité du voisinage, c'est précisément l'état d'esprit qu'il nous faut pour appréhender les grandes transitions à venir. La ruralité n'est pas en retard sur son temps. Elle a d'ailleurs à bien des égards un cran d'avance. Pour autant, je tiens à le souligner, urbain et rural ne s'opposent pas, ne doivent pas s'opposer. Ils se nourrissent mutuellement. Les métropoles dépendent de leur arrière-pays pour leur alimentation, leur énergie, leur eau, leurs ressources.
En retour, les territoires ruraux ont besoin de la dynamique économique des villes. Bien, c'est cet échange de bons procédés, ce partenariat, que les territoires, et ils ont bien raison, formalisent parfois via ce que l'on appelle des contrats de réciprocité. C'est aussi ce que l'État accompagne concrètement. Parlons de villages d'avenir, petites villes de demain, Action Cœur de Ville, le plan Avenir Montagne. Ce sont autant d'outils pour agréger les énergies et les moyens partout où ils se trouvent. Et permettre ainsi le montage de projets parfois ambitieux et complexes qu'aucune entité n'aurait la puissance de porter seule. Par ailleurs, les coopérations ne s'arrêtent pas aux frontières de nos territoires, ni même à celles de notre pays d'ailleurs. L'Europe aussi construit ses coopérations territoriales. Le règlement Bridge for EU, adopté en mai 2025, ouvre enfin un cadre concret pour lever les obstacles juridiques et administratifs qui freinent encore trop souvent la coopération transfrontalière, entre d'ailleurs territoires voisins. Car autour des frontières de notre pays, les habitants vont et viennent librement, qu'ils soient italiens, allemands, belges, néerlandais, espagnols ou français, et ces mouvements sont des richesses qu'il faut encourager et fluidifier. Le Parlement européen estime que la levée de seulement 20% des obstacles transfrontaliers pourrait générer jusqu'à 123 milliards d'euros de valeur ajoutée brute annuelle, et donc créer environ 1 million d'emplois à l'échelle de l'Union. C'est pas rien. Enfin, et c'est en tant que ministre, mais aussi en tant qu'élu local, que je le dis, toutes les initiatives qui associent directement les habitants, que l'on pense aux épiceries solidaires ou aux journées citoyennes, sont autant de moteurs de coopération, car cette dernière ne s'arrête pas sur le perron des institutions. Alors cet esprit, nous avons eu à cœur de le valoriser, de l'encourager via le volet solutions du plan France Ruralité. Et puis, nous continuerons à le faire. Donc, travaillez bien, échangez sans retenue et faites de cette journée un vrai jalon dans l'histoire des coopérations. Bonne rencontre à tous. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. Ça nous a donné un peu d'énergie. Et Madame Ferrari, enfin, on en avait déjà, mais je vais donner maintenant la parole à Élodie Julien, qui va nous présenter l'animation des rencontres nationales de la coopération territoriale. En quelques mots. Élodie, c'est à toi. Merci Frédéric et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver cette année pour cette deuxième rencontre nationale de la coopération territoriale. Alors au programme, on va avoir en plénière 4 séquences. On a entendu les ministres déjà présenter la thématique jeunes et territoires ici et là-bas. On va avoir d'ici quelques minutes une autre thématique qui est transition, nouveaux défis, nouvelles alliances et nouvelles trajectoires. Et vous verrez que de toute façon, au cours de la journée, dans ces séquences plénières, vous allez avoir une diversité de partenaires. Vers les 16h15, on se retrouve en plénière pour agir ensemble en territoire. On aura des retours d'expérience et les enseignements pour accélérer les transitions. Et on conclura cette journée en plénière par la question des équilibres socio-économiques pour les ingénieries territoriales. Donc vous l'avez compris, c'est une journée 100% numérique qui est dédiée au thème 2026-2033, quelle trajectoire en commun. Mais cette rencontre, ce n'est pas que des plénières, ce sont aussi des parcours ateliers. Ces parcours ateliers ont pour objectif de s'inspirer, mais aussi de s'impliquer. Et on partira tous en atelier aux alentours de 11h45 jusqu'à 16h, où on reviendra en plénière. Alors, comme vous le voyez à l'écran, 3 thématiques vous sont proposées. La première thématique s'appelle Projet de territoire et coopération. C'est le combo gagnant au lendemain du renouvellement des exécutifs locaux. Et cet atelier est piloté par l'ANPP Territoire de Projet qui se trouve à Morlaix et il est accompagné de la NCT de Paris-Est Marne-et-Bois que vous venez d'entendre. Le deuxième atelier, c'est la thématique vers de nouveaux équilibres socio-économiques des organisations publiques et privées. Et cet parcours atelier est piloté par la DASI, la Fondation de Lille et le réseau Alliance qui se trouve à Lille. Et enfin, le troisième atelier, développer et valoriser les compétences pour piloter des trajectoires justes et durables. Et ce parcours est piloté en direct de Lyon avec la Maison de l'Apprendre qui est entourée par le PETR Briançonnet, des Écrins, Guillestroy et Queyras et aussi avec le Rameau. Donc une journée qui est riche,
plénière et parcours atelier. Alors on va lancer la thématique, le premier débat sur les transitions, nouveaux défis, nouvelles alliances, nouvelles trajectoires. Mais avant de lancer ce premier débat, peut-être de rappeler le contexte, même s'il a déjà été évoqué par les ministres, sur pourquoi coopération, pourquoi territoire. On l'a évoqué déjà depuis quelques minutes ce matin. Il est évident que face à la complexité des défis auxquels on est confronté, des défis sociaux, économiques et environnementaux, eh bien, aucun acteur, n'est pas possible de croire qu'un seul acteur, qu'il soit public ou privé, puisse tout seul trouver les solutions. Et donc, c'est grâce à des démarches collectives, ces fameuses coopérations entre acteurs publics, acteurs économiques, institutions, initiatives citoyennes et associations, qu'on peut trouver des solutions face à ces défis. Alors, pourquoi coopération territoriale ? Eh bien parce que les seules logiques nationales aujourd'hui et les investissements structurels ne sont plus suffisants. Et territoire, parce que ce territoire, c'est ce qui incarne l'intérêt général à portée de main. C'est un espace d'innovation où les acteurs locaux sont les seuls à même de comprendre les besoins de leur territoire et de pouvoir se mobiliser collectivement pour y répondre. Alors voilà, on a posé le contexte, et c'est dans ce cadre, dans ce que disait Frédéric, de nouvelles gouvernances qui viennent d'arriver, qui vont devoir inventer leur propre cap d'ici 2033, en reposant leurs enjeux, leurs défis, en imaginant peut-être de nouvelles alliances, de nouvelles coopérations et les fameuses trajectoires pour y arriver. Et c'est bien parce qu'on souhaitait éclairer ces choix que ces rencontres nationales de la coopération territoriale ont souhaité rendre lisible et visible tout ce qui se passe aujourd'hui en territoire. Les engagements des organisations publiques, les engagements des organisations privées, des initiatives citoyennes qui se mobilisent tous pour faire en sorte que les projets de territoire puissent se mettre en œuvre, se développer et faire en sorte que les transitions puissent se territorialiser. Alors on parle de coopération depuis ce matin, mais il est évident que ces coopérations territoriales, comme le rappelait Frédéric Marquet, ne datent pas d'aujourd'hui. Elles existent déjà depuis bien longtemps, elles sont déjà à l'œuvre et de nombreux travaux ont déjà été réalisés sur ce sujet. Quelques dates très rapidement pour reposer un peu l'historique de ce cheminement collectif. Déjà en 2008, avec l'Observatoire des partenariats dont on va reparler au fil de la matinée, c'est un observatoire qui permet de produire des données chiffrées sur les pratiques des coopérations territoriales et de montrer finalement que ces coopérations, elles ont un impact sur la performance de ceux qui s'engagent, sur l'innovation et enfin sur la confiance. Deuxième date, c'est 2015. Le Rameau a publié son référentiel co-construction territoriale et c'est la même année que le réseau des catalyseurs territoriaux s'est réuni pour la première fois. 2016, c'était le rapport Akimoural, pardon. 2016, c'est la fameuse année donc, du Rameau qui publie son référentiel au CESE sous le haut patronage du président de la République. Et enfin, dernière date, c'est celle de 2019 qui est doublement symbolique puisque double reconnaissance à la fois institutionnelle et académique. Institutionnelle parce que la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, impulsait la Fondation des Territoires, parce que le secrétaire d'État à l'engagement lançait aussi une mission ministérielle sur l'accélération des alliances d'intérêt général. Et enfin, reconnaissance académique, parce qu'après 18 mois de travaux communs, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et le Rameau ont pu modéliser une approche systémique qui permet de piloter les objectifs de développement durable jusqu'à la contribution à la fois des territoires, des organisations et des personnes. Alors, la question qu'on va se poser finalement aujourd'hui, c'est 10 ans après le référentiel co-construction territoriale, tous les travaux académiques qui ont été produits sur les coopérations territoriales, au final, aujourd'hui, comment on fait pour renforcer l'existant? Comment on fait pour valoriser, développer, renforcer les engagements des organisations publiques et privées? Et comment on permet à chacun de se projeter dans une trajectoire d'ici 2033 qui permette d'anticiper les défis qui sont à l'œuvre. Alors pour répondre à cette question, on va d'abord commencer par écouter les enseignements de la recherche qui va permettre de poser un cadre commun sur les coopérations territoriales. On va voir ce que veut dire concrètement et comment est abordée cette question-là. Et ensuite, on aura 3 regards complémentaires qui illustrent chacun l'engagement à la fois de l'acteur public local, l'engagement de l'entreprise et l'engagement de la société civile. Alors on va commencer par la recherche et pour parler de recherche, j'appelle Diane de Maréchal. Diane de Maréchal, responsable des enjeux territoriaux au sein de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Bonjour Diane. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir permis d'intervenir lors de ces rencontres.
Alors, juste peut-être de rappeler Ah oui. que l'Institut, quand même, soutient de nombreux travaux sur les coopérations territoriales au travers du soutien à l'Observatoire des partenariats, de tous les séminaires de recherche qui sont menés avec le Rameau, et puis de toutes les recherches d'action que vous développez avec des praticiens de l'ingénierie de proximité. Alors, tous ces travaux, finalement, en quelques mots, en synthèse, quels sont les grands enseignements que vous pouvez nous partager ? Alors, je vais essayer de vous partager ça très rapidement. Comme le disait Elodie, merci. On soutient toute une série de projets de recherche depuis de nombreuses années sur les sujets de coopération. On soutient effectivement aussi les travaux du Rameau dans le cadre de l'Observatoire des partenariats. Et en fait, on regarde ces sujets de coopération de manière très diverses et variées à travers ces partenariats de recherche. Et finalement, on regarde ces sujets de coopération avec un sens très large et des terminologies différentes. On va parler de coopération, bien sûr, mais on va aussi parler de co-construction, d'écosystème, de gouvernance, de commun. Ce sont un peu les termes qu'on a déjà entendus tout à l'heure, mais vraiment avec à chaque fois derrière des concepts, des méthodologies et des approches qui sont différentes et complémentaires. Et c'est important de le souligner. A été évoquée en introduction la nécessité, au vu de la complexité de la nature des enjeux, à mobiliser la coopération. Et je voudrais vous partager quelques enseignements de travaux qu'on a menés ensemble avec le Rameau, et puis on va dire de production un petit peu, qui viennent de sortir de la Caisse des dépôts. Tout d'abord, le premier enseignement, je pense que c'est important, c'est le rôle de l'expertise dans les coopérations. Donc, je le disais, on a organisé avec le Rameau un groupe de travail avec des séminaires notamment pour identifier le rôle de la recherche dans les coopérations. Ce qu'on a montré, c'est qu'avec la complexité des enjeux que je viens d'évoquer, il convient de mobiliser une expertise multiple et décloisonnée. Et l'expertise de la recherche doit vraiment être mobilisée au même titre que celle de toutes les autres expertises, puisque chacun va apporter son expertise, les acteurs publics bien entendu, les acteurs privés, mais aussi celle des citoyens, des acteurs associatifs, bref, ceux qui sont concernés finalement par les sujets qui sont traités par la coopération. Et cette coopération, ces sujets doivent être mobilisés et partagés et coordonnés pour vraiment entrer en mode projet de transformation. Le deuxième enseignement, c'est que la coopération, c'est une approche spécifique qui s'incarne sur les territoires. Sur les territoires, ça a été notamment un gros travail qu'on a fait avec le Rameau. Vous voyez peut-être à l'écran les différents supports sur lesquels je me base. Mais on a vraiment mis en avant le fait que finalement, ces transformations, elles s'incarnent sur les territoires et les coopérations, elles doivent se vivre sur les territoires. Et ces coopérations, elles permettent de répondre à des problématiques situées territorialement et qu'elles donnent un cadre collectif. Les objectifs, finalement, ne sont plus l'attractivité à tout prix des territoires, mais l'enjeu de conserver leur habitabilité tout en assurant une transition juste. Et il y a toute une diversité d'approches, de méthodes. Alors, on a sorti un MOOC qui s'appelle Territoire en mutation, qui regroupe près d'une 60aine de contributions de chercheurs, mais aussi d'acteurs, on va dire, de l'écosystème de la Caisse des dépôts, qui parlent de ça. Et vous allez retrouver toute une série d'approches différentes, la responsabilité territoriale des entreprises, la comptabilité écosystème centrée, les approches par les communs, les indicateurs de bien-être territoriaux partagés. En fait, finalement, on a les outils, on a les méthodes. La question, ça va être comment on arrive à mettre tout ça en musique pour que ça se développe dans les territoires. Et puis un dernier sujet qui me semble important, c'est que vraiment pour moi, la coopération, enfin ce qu'on voit à travers les projets de recherche, c'est que c'est vraiment une manière de reprendre la main localement sur des sujets avec des réponses ancrées territorialement. Et ça, c'est un résultat d'une recherche-action. Enfin, on en a eu plusieurs, mais en tout cas, le dernier résultat d'une recherche-action qu'on a menée avec Cluster Jura, avec l'Université de Poitiers. On a un cahier de recherche qui vient d'être édité sur l'entrepreneuriat coopératif de territoire et qui montre que, voilà, avec ces approches très territorialisées, on peut partir des besoins, identifier un projet, trouver des porteurs de projets et finalement répondre à des enjeux territoriaux ancrés territorialement.
Voilà, donc moi simplement en conclusion, je voulais dire que la question vraiment qui va se poser, et je pense qu'on doit y réfléchir collectivement aujourd'hui, c'est quelle ingénierie, on a parlé des catalyseurs territoriaux, mais c'est vraiment important de collectivement trouver des solutions pour soutenir cette ingénierie qui est absolument essentielle sur les territoires et qui n'est pas une intervention ponctuelle à un moment donné pour traiter une problématique. C'est vraiment accompagner dans la durée les territoires, les acteurs pour faire vivre ces coopérations et répondre aux besoins locaux. Voilà. Merci. Diane, effectivement, cette question de comment on rend pérenne cette ingénierie, on va l'aborder évidemment tout au long de la journée et puis plus particulièrement ce soir parce qu'on parlera des modèles socio-économiques pour les ingénieries territoriales. Je rajoute également que toutes les publications de l'Institut sont accessibles facilement depuis le site de la Caisse des dépôts de l'Institut pour la recherche. Merci beaucoup Diane. Alors pour compléter vos propos sur la recherche, je vous propose d'écouter une vidéo, un enregistrement des propos de Charles-Benoît Hetzig, qui est président fondateur du Rameau, et qui a fait cette vidéo sur les enjeux de la coopération territoriale dans le cadre des assises de l'innovation publique qui a été organisée par le CNFPT en octobre 2025. Voyons cette vidéo plutôt. Bonjour, je suis Charles-Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau. Alors, les agents aujourd'hui coopèrent sur les territoires de 4 manières. D'abord, entre services. Deuxième point, entre organisations publiques d'un territoire. Troisième niveau, avec les entreprises, les associations, les établissements scolaires ou les initiatives citoyennes de leur territoire. Et quatrième niveau, au niveau de l'interterritorialité. Il est vraiment important de comprendre que ces 4 niveaux de coopération, finalement, amènent à des méthodes, à des agilités différentes selon l'échelle auquel on se souscrit. Alors, vaste question, comment fédérer par rapport à l'innovation? Nous avons mené, dans le cadre de l'Observatoire des partenariats, qui a été créé en 2008 avec la Caisse des dépôts, le MEDEF et le mouvement associatif, pour comprendre le mouvement de coopération en France, nous avons mené entre 2018 et 2022 une très grande étude d'impact du Faire Alliance en France. Et 21 études statistiques représentatives à l'univers, 1000 exemples inspirants, 7 colloques nationaux, 50 débats territoriaux. Et il est ressorti 3 éléments d'impact extrêmement importants de ce que veut dire construire ensemble notre avenir en commun. Premier point, la performance, améliorer la performance des associations, des entreprises, des collectivités territoriales. Deuxième point, l'innovation, je vais revenir sur ce point-là. Et troisième point, la confiance. Parce qu'être capable de construire ensemble l'avenir d'un territoire, c'est être capable de se projeter dans les défis que nous avons en commun. Alors, finalement, comment fédérer sur ce deuxième point qu'est l'innovation? 3 conditions sont essentielles. La première, c'est d'accepter de savoir qu'on ne sait pas. On ne peut pas innover en sachant. Et donc, il faut sortir de notre posture que nous saurions tout sur tout. Non, nous ne savons pas. Et c'est bien pour ça qu'on va innover. C'est prendre un risque que d'innover. C'est d'accepter de dire à l'autre, je ne sais pas, faisons un pas ensemble, un pas de côté ensemble, pour trouver la solution. Le deuxième point, c'est qu'on n'innovent jamais tout seul. Et donc, cette capacité de co-construire, d'inventer ensemble une solution, de pouvoir trouver ensemble ce qu'aucun d'entre nous ne peut faire seul, c'est le cœur même de la capacité à fédérer autour de l'innovation. Et c'est bien ce que les pays du Sud ont exigé des pays du Nord en 2015, en rajoutant en dernière minute le 17e objectif de développement durable, qui est bien cette question collective. Comment allons-nous inventer ensemble les méthodes pour pouvoir transformer face à nos défis communs? Et la troisième condition, qui est sans doute la plus importante, c'est l'épreuve et l'épreuve du temps. L'innovation, c'est 7 ans. Un cycle d'innovation, c'est 7 ans. On ne peut pas aller plus vite. Et finalement, tout ce qui consiste à considérer qu'on va aller très vite, que tous nos outils vont nous accélérer, c'est juste de considérer qu'on peut faire pousser une marguerite ou un cèdre du Liban plus vite. Si on veut une marguerite, c'est un printemps. Si on veut un cèdre du Liban, c'est 100 ans. Donc, le temps de l'innovation est en fonction de la pérennité de ce que nous voulons répondre. Comment travailler ensemble dans des cultures différentes entre acteurs publics et privés? Il me semble que ça a un mot français, ça s'appelle l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est bien la capacité à
concilier, à réconcilier l'économie, c'est-à-dire au sens propre du terme, l'équilibre de la maison, avec l'intérêt général, c'est-à-dire la durabilité de notre maison. Et donc, je suis toujours surpris quand on me pose la question de la difficulté ou non. La question n'est pas est-ce que c'est difficile ou pas. La question c'est est-ce que nous voulons un intérêt général, c'est-à-dire sortir de l'entre-soi pour faire de l'entre-tous, ou est-ce que nous voulons nous limiter dans notre petite conviction à chacun d'entre nous que nous avons les solutions et que si tout le monde avait compris nos solutions, oh, que le monde irait mieux. L'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés nous impose de pouvoir construire ensemble cette dynamique-là. Et c'est là où les territoires jouent un rôle essentiel, parce qu'ils ont 3 dimensions. D'abord, le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Et donc, c'est là où on peut agir ensemble. Un acteur économique, un acteur public peuvent inventer ensemble une solution parce que c'est à l'échelle de leur capacité d'action. Le deuxième élément, c'est que c'est une paillasse d'innovation. On n'invente pas hors sol. Toutes les innovations proviennent d'un territoire et retournent sur les territoires. J'aime bien citer cet exemple-là du cèpe de Pinot Noir. Un cèpe de Pinot Noir, s'il est en Bourgogne, en Alsace ou en Champagne, chez moi, eh bien, il produit 3 grands vins, mais pas les mêmes. Donc le territoire est le lieu, l'écrin de l'innovation, et on oublie souvent que de ce fait, le territoire est notre commun. Il n'appartient ni aux acteurs publics, ni aux acteurs économiques, il appartient à tous. Et ce tous s'appelle l'intérêt général. Et la troisième dimension, c'est justement celle de la confiance. C'est de prendre le risque de l'autre différent. Parce que c'est bien parce que l'autre est différent que je vais pouvoir trouver des solutions que je n'imaginais pas encore. N'est-ce pas là la définition même de l'innovation ? Là, on a posé le cadre de la recherche. Maintenant, on va pouvoir croiser les regards des acteurs complémentaires avec l'acteur public local qui est représenté aujourd'hui par Daniel Cornalba, qui est vice-président de l'Association des petites villes de France. La société civile qui est présentée par Philippe Dacosta, président de la Fondation des territoires. Et enfin, l'acteur économique de l'entreprise par Philippe Joigny, président d'honneur de la Fédération des entreprises de propreté, qui n'a pas pu se joindre à nous, mais qui a quand même enregistré son témoignage. Alors, on va commencer par le point de vue de l'acteur public local, mais d'abord quelques chiffres qu'on souhaite vous partager. Donc, ce sont des chiffres qui sont issus des études de l'Observatoire des partenariats. En 2024, l'Observatoire a publié une étude qui s'appelle « Impact et trajectoire », qui a été réalisée auprès des élus locaux. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? 80% des élus interrogés estiment que leur territoire est en mouvement face aux transitions. 35% d'ailleurs font preuve d'innovation. 31% des élus locaux s'appuient déjà fortement sur les partenariats territoriaux, avec des initiatives citoyennes, avec des associations, avec les PME. Et ces chiffres qui sont présentés dans cette étude sont largement en augmentation par rapport à la même étude de 2020. Alors je me retourne vers vous, Daniel Cornalba, vous êtes maire de l'Étang-la-Ville dans les Yvelines et puis vice-président de l'Association des petites villes de France. Les petites villes ont eu leurs assises les 18 et 19 juin dernier. Elles ont eu pour thème pour des petites villes résilientes, bienveillantes et performantes. Quels sont finalement les constats et les défis que vous avez collectivement partagés ensemble ? Merci pour votre invitation et effectivement, vaste programme que ces assises. Un mot simplement sur qui nous sommes, Petite Ville, pour que les gens sachent d'où je parle en quelque sorte. C'est l'association qui réunit toutes les villes de 2500 à 25 000 habitants, ce qui représente tout de même à peu près 37% de la population française. On se définit souvent un peu comme la classe moyenne des communes ou les PME des collectivités. Et je pense que ça fait tout à fait écho à ces enjeux d'innovation localement, puisque nous sommes souvent des villes soit centres de zones rurales ou des villes comme la mienne plutôt périurbaines, avec des enjeux spécifiques. Alors lors de ces assises, il y avait évidemment plusieurs défis, mais je résumerai à 3 transitions qu'on a souhaité vraiment particulièrement mettre en avant. La première que tout le monde voit bien, c'est la question de la transition démographique. Démographique parce que c'est l'enjeu de la petite enfance, d'accueillir les familles, d'accueillir la parentalité, avoir des villes qui durablement restent attractives. C'est penser la ville à hauteur d'enfant, mais c'est aussi anticiper les vieillissements qui sont d'ores et déjà à l'œuvre. Et donc c'est finalement penser la ville pour tous. Et ça ne se fait pas seul. Ça se fait évidemment avec des partenaires privés, publics, associatifs, dans leur vaste diversité. Deuxième transition, elle est liée, c'est la transition écologique, sobriété énergétique. Mais j'insiste sur un point, c'est aussi l'acceptabilité sociale, par exemple, des énergies renouvelables.
Et je pense que pour accepter dans un territoire de telles transformations parfois massives, auxquelles nous allons évidemment faire face aussi en matière d'adaptation, on a besoin des maires, on a besoin d'acteurs locaux qui rendent possible ces transformations. Et enfin, la dernière, qui est au cœur de l'actualité, je crois, c'est la transition démocratique. Elle fait partie de l'enjeu de l'acceptabilité que je citais. Mais on le voit bien, on est dans une société qui est fragmentée, qui est polarisée. On est à 1 an de l'élection présidentielle. Et je pense que quel que soit le résultat de celle-ci, l'élu, homme ou femme, devra faire avec ceux qui tiennent les territoires, ceux qui maillent les territoires, donc avec les maires, et en particulier avec nos petites villes qui essaient au jour le jour de jouer collectif. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous ce matin. Merci, ça fait effectivement écho à ce que disait le ministre Michel Fournier. Alors, si on se positionne à l'échelle de votre commune, d'ici 2033, finalement, pour vous, quelles sont les grandes orientations que vous souhaitez, que vous considérez comme étant particulièrement importantes à mettre en œuvre dans les 7 prochaines années ? J'en ai déjà dessiné quelques-unes en quelque sorte, mais je dirais que le sous-jacent de cela, c'est comment réussir à faire tout ce programme d'action avec des moyens qui, dans les faits, diminuent. Je le dis, et non pas pour être larmoyant, mais un exemple très concret, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. Très concrètement, c'est quoi ? C'était des impôts qui ont été supprimés du temps de Valéry Giscard d'Estaing, donc ça date quelque peu. Du temps de mon prédécesseur, cette dotation était d'1,4 million en 2014 par an, 1,4 million par an. À l'heure où nous parlons, cette dotation est de 140 000 euros pour ma ville. Donc ça a été divisé par 10. Et néanmoins, les enjeux n'ont pas diminué, voire même ils ont sacrément augmenté. Donc là, il y a ce défi de trouver les partenaires, d'être en quelque sorte le VRP de son territoire et de défendre le fait que le projet que je vais porter, pour une crèche par exemple, pour une résidence intergénérationnelle, c'est pas seulement mon projet, c'est un projet qui va répondre aux besoins du département, de la région ou d'autres acteurs, y compris économiques. Rendre la ville, par exemple, plus accueillante pour les enfants, avoir des places pour la petite enfance, c'est aussi bon pour les entreprises qui souhaiteraient s'installer sur un territoire. Je donne cet exemple-là. Mais volontairement, je vais aller sur un tout autre sujet, celui de la santé. En 2020, on était de plein pied dans la crise du Covid quand on a été élu. Et il a fallu aussi faire preuve d'innovation. Et une innovation qui n'a pas coûté, mais qui était ô combien indispensable, ça a été dans ma ville de créer un conseil de santé. C'est-à-dire de mettre autour d'une même table les médecins, les infirmières du territoire, les élus locaux, pour aussi identifier ce que nous, on appelait les invisibles. Ces personnes qui ne vont pas sonner à la mairie, qui ne vont pas se faire connaître, mais pour lesquelles il y a de véritables défis. Et en fin de compte, on a souhaité pérenniser ce qui était une expérimentation. Et aujourd'hui encore, ça fonctionne, avec parfois de nouveaux acteurs, une assistante sociale ou d'autres acteurs, pour penser ensemble ces défis. Je terminerai mon propos simplement en disant que, au-delà des sujets qui peuvent varier d'un territoire à un autre, même si on a des enjeux communs, les transitions que j'évoquais, je crois que le principal défi, ce sera de faire ensemble et de comprendre qu'on ne peut pas être simplement tout seul enfermé dans sa bulle, mais que pour réussir ces défis, il faudra le faire avec d'autres acteurs. Et pour répondre à ces défis, je citerai un grand homme de Château-Thierry, puisque c'était Château-Thierry là où étaient nos assises. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Et donc je crois que nos petites villes peuvent aussi être des acteurs non seulement proches des problèmes, mais aussi proches des solutions. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors on va justement écouter le regard de l'acteur économique qui va faire écho, mais d'un point de vue plus économique entreprise, à vos propos. Quelques chiffres quand même pour introduire. Toujours de l'Observatoire des partenariats, l'année dernière, a publié une étude Tendance et fragilité économique. Alors côté des entreprises, 74% d'entre elles considèrent les objectifs de développement durable comme une feuille de route importante pour réussir les transitions. Et d'ailleurs, 57% des entreprises ont déjà développé des partenariats sociétaux avec, sous différentes formes, des pratiques responsables, de la coopération économique, du mécénat, de l'innovation sociétale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces partenariats, 66% sont locaux. Donc on voit le rôle du territoire, 44% au niveau régional, 17% au niveau national et 7% au niveau international. Et là où le territoire aussi est particulièrement important pour les entreprises, qu'elles nous disent 84% d'entre elles considèrent le territoire d'implantation comme étant stratégique pour entreprendre. Parmi ces 84%, 75% des entreprises disent que agir en territoire, c'est un atout pour créer et développer son activité. Et 46% disent mais que travailler sur la fragilité locale ou les fragilités locales, c'est aussi utile pour elles pour pérenniser leur propre activité. Donc on voit la nécessité de faire du lien entre l'entreprise et son territoire. Alors pour illustrer ces chiffres, on a souhaité montrer l'exemple de la Fédération des entreprises de propreté qui a mis en place déjà depuis quelques années une démarche innovante de responsabilité sociétale sectorielle, donc pour les entreprises
de propreté avec un objectif de faire évoluer les pratiques. Et l'objectif donc de cette démarche, ça a été d'une part évidemment de renforcer le développement économique des entreprises, mais aussi de renforcer leur propre implication au sein du territoire. Alors pour en parler, donc, Philippe Joigny est président d'honneur de la Fédération des entreprises de propreté. Il n'a pas pu être avec nous, mais il a enregistré son témoignage que je vous propose d'écouter et de voir. Bonjour Philippe Joigny. Bonjour. Alors les entreprises de propreté sont confrontées à des défis de développement économique, des défis sociaux et environnementaux. Comment est-ce que vous y répondez? Les défis sont multiples d'abord. Ils sont multiples par la constitution d'une organisation patronale du type de la Fédération des entreprises de propreté, voilà, qui réunit ces 15 000 entreprises, 600 000 salariés. Voilà, donc les défis sont multiples. Et on y répond d'une manière globale, mais à la fois sectorielle, territoriale, catégorielle. Je vais essayer de développer un peu. Territoriale déjà par la constitution que l'on a fait. Là, je vais plutôt parler de la RSE que l'on a générée depuis de très nombreuses années, puisque la première démarche de développement et de mise en place de la RSE au sein des entreprises de propreté date de 2008, un an avant le premier Grenelle de l'environnement. Voilà. Et puis on l'a développé bien entendu à l'époque, on parlait plus de développement durable et on était dans une démarche qui était plutôt top-down au niveau de la fédération, dire que c'était le national qui décidait pour les entreprises et on essayait de déployer après au sein des entreprises avec tout un tas d'aides et d'appuis et d'apports que l'on avait. Et puis très rapidement, on s'est aperçu qu'en fait, il fallait passer plutôt à une logique qui était bottom-up, voilà, et on a intégré à ce moment-là des RSE ou des démarches de RSE à travers des clubs RSE que l'on a mis sur l'ensemble des territoires nationaux et métropolitains aussi bien, mais aussi ultramarins. Voilà, des clubs RSE territoriaux, voilà, qui intégraient des nouvelles pratiques, des nouveaux besoins. Donc on était extrêmement à l'écoute des entreprises et ça remontait aussi au national. Donc on était sur une démarche qui était à la fois territoriale, mais aussi catégorielle. Quand je dis catégorielle, c'est que sur les 15 000 entreprises de propreté, on a des petites, des moyennes et des grandes, comme dans tous les secteurs d'activité, bien entendu, mais elles sont toutes assises autour de la table, voilà, pour discuter de ces sujets primordiaux, celui de la RSE, bien entendu, particulièrement. Voilà, et c'est à travers cette écoute des entreprises sur les territoires et puis les catégories d'entreprises que l'on a mis en place et que l'on a réfléchi à une nouvelle approche que l'on a eue depuis de peu d'années, hein, j'allais dire, ça date de 2024, voilà, une RSE sectorielle, donc dédiée à la fois au métier, mais surtout à la cible des clients que l'on avait, de manière à permettre à nos entreprises de propreté de répondre aux besoins, non pas du client général d'ailleurs, mais de l'utilisateur final dans les entreprises de propreté. Donc, c'était un défi colossal, passer du top-down au bottom-up, voilà, en embarquant avec nous des centaines et des milliers d'entreprises. Ça a été quelque chose qui a été un véritable défi que l'on a réussi à mettre en place grâce aussi à des alliances que l'on avait, notamment, je pense à un opérateur de branche chez nous qui s'appelle le phare, voilà, qui est un fonds qui répond à une obligation légale et obligatoire des entreprises de propreté, qui alimente un fonds, et ce fonds est redistribué aux entreprises, notamment dans le cadre de la RSE, sous forme de formation mise à disposition des entreprises, voilà, sans reste à charge, de manière à embarquer le plus d'entreprises, et notamment les entreprises les plus petites, les moyennes, et puis les ETI, les grandes, elles aussi, bien entendu, en bénéficient, parce que d'abord, elles contribuent. Voilà, donc ça a été aussi un défi, j'allais dire, extrêmement organisationnel. Voilà, et on est d'ailleurs assez fiers que cette RSE sectorielle que l'on a mise en place, où on a répondu à des appels à projets. D'ailleurs, on a répondu à un appel à projet où l'ADEME nous a soutenus et nous soutient aujourd'hui. Donc, aussi un grand merci aux acteurs publics, donc dans ces alliances que l'on peut avoir, à la fois sur le terrain, entre les entreprises, entre les territoires, bien entendu, en s'intéressant particulièrement aussi aux territoires, à travers les collectivités territoriales, les collectivités régionales aussi, voilà, de manière à pouvoir bâtir quelque chose ensemble qui réponde aux besoins des entreprises sur leur territoire. Et si on se projette à 2033, quels sont les principaux défis que les entreprises de propreté vont devoir relever ? D'abord, le premier défi d'une entreprise, c'est bien entendu un défi économique, donc c'est d'assurer sa pérennité économique. Le deuxième, dans des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre, comme sont les entreprises de propreté, c'est de répondre aussi au défi social des salariés, hein, des femmes et des hommes qui constituent les effectifs et la force vive de ces entreprises, que ce soit en termes de qualité de vie au travail, mais aussi de mobilité. N'oublions pas la mobilité pour ces salariés. Et puis, bien entendu, un défi de transition environnementale, des trajectoires de réduction des impacts environnementaux. C'est aussi un défi que l'on a notamment au sein des entreprises de propreté, de toute taille d'ailleurs,
petites, moyennes et grandes. Et d'ailleurs, dès 2026, on a commencé à s'emparer de ce sujet qui s'inscrira lui aussi dans le temps long, comme on l'a vu au préalable, notamment avec des avancées du secteur sur ces enjeux sociaux et environnementaux, de manière à répondre aux ambitions du Green Deal et du Pacte vert européen. Et donc, quand on commence à parler de Green Deal, de Pacte vert européen, pour faire infuser, distiller ces notions extrêmement valorisantes et importantes pour l'entreprise à des petites et des moyennes entreprises de propreté, c'est un véritable défi, mais je suis sûr et certain en tout cas, voilà, qu'elles vont le remplir. On est tous convaincus. Merci Très bien. Philippe. Alors voilà, maintenant on a eu le regard de l'acteur public local, de l'entreprise. Maintenant on se retourne vers celui de l'engagement de la société civile. Avec nous, Philippe Dacosta, vous êtes président de la Fondation des Territoires. Cette fondation, c'est un espace de dialogue entre acteurs publics, acteurs privés. Elle a été créée en 2022 pour valoriser et mettre en débat la diversité des dynamiques territoriales. Et chaque année, la Fondation choisit un thème. Cette année, ça a été économie et territoire, quelle trajectoire en commun. Ça a fait l'objet d'une tribune qui a été publiée le 18 juin dernier. Vous avez également contribué au podcast de Patrick Longchamp, qui est juste derrière l'écran, et autour avec Philippe Joigny, d'ailleurs, qu'on vient d'entendre, et Christophe Bouillon, qui est président de l'Association des petites villes de France. Alors, cette thématique, économie et territoire, pour la Fondation, finalement, pourquoi c'est stratégique de lier économie et territoire? Mais écoutez, évidemment, l'économie n'a de sens que si elle apporte une réponse aux besoins des habitants, un besoin de santé, un besoin de qualité de vie au quotidien, un besoin aussi de cohésion sociale. Mais on le sait aussi, et ce qu'on a rappelé dans la tribune, c'est que les grandes transitions, les crises, impactent directement les territoires. Et c'est à ce niveau-là que les besoins sont identifiés, c'est à ce niveau-là également que les coopérations, que les solutions sont trouvées, et c'est là où se construit la résilience finalement des femmes et des hommes dans nos territoires. Et donc, la conviction que nous avons à la Fondation des Territoires, c'est que performance économique et intérêt général ne s'opposent pas, au contraire, ils se nourrissent, que l'intérêt général est affaire de tous et qu'il faut travailler ensemble, il faut coopérer et que les acteurs d'un territoire sont là pour construire cette coopération. Charles Benoît Hensick l'a rappelé précédemment, le premier des enjeux, c'est de faire des territoires des laboratoires d'innovation. C'est là, sur le terrain, que vont s'expérimenter les réponses, que vont se construire les solutions. Mais ce que nous rappelons très directement dans la tribune, c'est que le plus grand capital que nous avons à l'échelle des territoires, il n'est pas forcément économique, il est essentiellement humain et il est le fruit de la coopération, de la confiance, du lien social, finalement le monde associatif, les éléments patrimoniaux que nous avons à l'échelle des territoires, la biodiversité, c'est ce qui constitue cette richesse et ces indicateurs-là sont essentiels à côté des indicateurs économiques pour pouvoir mesurer la richesse de nos territoires. Alors comment ça se traduit concrètement en termes de trajectoire à horizon 2033 ? Alors, ce que nous avons souhaité rappeler dans la tribune, c'est que la trajectoire, elle est d'abord une trajectoire de prospérité partagée. Il y a une attente d'équité, il y a une attente de création de valeur au bénéfice de toutes les populations. Et Monsieur le maire l'a très bien exprimé il y a quelques instants. Ensuite, c'est une trajectoire qui est fondée sur la coopération, le travail ensemble, le collectif, la responsabilité partagée, le dialogue entre acteurs publics, associatifs et entreprises. On l'a illustré, on va l'illustrer tout au long de la journée. Enfin, c'est une trajectoire qui investit d'abord sur les personnes, sur l'humain, l'éducation, la formation, la santé, l'inclusion. Finalement, ce que d'ailleurs une crise comme la Covid nous a révélé, c'est cette notion de vulnérabilité partagée. C'est-à-dire la réponse aux vulnérabilités nous rend plus forts à l'échelle des territoires. Et enfin, faut-il le rappeler, cette transition écologique comme opportunité de développement. Nous vivons une canicule, eh bien saisissons ces moments-là peut-être pour construire des réponses qui mettent en avant l'économie circulaire, mettent en avant les emplois locaux, mettent en avant l'innovation, une plus grande autonomie des territoires, évidemment, de sobriété énergétique aussi, qui sont une partie des réponses à ces territoires. Et puis, pour aller sans doute à l'essentiel, faisons finalement de la confiance le véritable capital stratégique de ces territoires. En effet, au-delà de la croissance, au-delà de ce que nous pouvons porter comme richesse matérielle, essayons d'avoir conscience que le bien-être,
la lutte contre les inégalités, la vitalité démocratique, la vie associative à l'échelle des territoires, ce sont des capitaux essentiels, stratégiques. Et ce qui fait la différence d'un territoire à l'autre, qui s'inscrit dans le temps, c'est bien cela. C'est-à-dire de construire des espaces de dialogue, de médiation, d'engagement collectif qui, finalement, font société et font république. Merci. Vous nous disiez d'ailleurs, en préparant, la nécessité de tiers de confiance et de méthode aussi. C'est essentiel que, et on le voit, toutes les initiatives qui vont être illustrées dans les tables rondes ce matin et tout au long de la journée, montrent qu'on est en train de changer de modèle et que ce modèle, il n'est pas, comme le disait Philippe Joanny, descendant, y compris dans le monde des entreprises. C'est quelque chose qui part véritablement du terrain et qui voit croître des réponses qui sont essentielles pour le besoin des populations. J'imagine, Monsieur Cornalba, que ça vous parle de partir du terrain pour remonter peut-être vers le national. Je crois que ça a été parfaitement résumé. C'est que le défi pour faire face à ces transitions, à l'ensemble de ces défis, c'est la confiance. Et je pense que la confiance, elle naît aussi de la proximité humaine, mais dans les territoires aussi, puisqu'effectivement, là, on est bien obligé de travailler associations, entreprises, collectivités, citoyens engagés. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que la crise de la Covid a été aussi l'occasion de cette prise de conscience. Avec un défi néanmoins, beaucoup de gens ont voulu s'engager. La question, c'est comment l'inscrire dans la durée. Et c'est là où des moments comme celui-ci sont aussi essentiels pour structurer durablement cet engagement. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les catalyseurs territoriaux, on parle de tiers de confiance, d'espaces d'animation sont là aussi pour faire en sorte qu'au sein d'un territoire, il y ait de l'interconnaissance et une dynamique qui puisse se pérenniser dans le temps pour justement créer des synergies, créer de la connaissance, d'interconnaissance, et favoriser l'émergence de projets collectifs dont vous avez tous parlé. Merci beaucoup. Alors je retiens en conclusion que les coopérations territoriales, on en a parlé ce matin, l'Observatoire des partenariats le dit régulièrement, mais ça crée de la performance pour les organisations, vous l'avez dit, qui s'engagent, ça crée de l'innovation, ça crée aussi de la confiance, on vient d'en parler. Et ces impacts, finalement, ça concerne tout le monde. Ça concerne les petites villes, comme les acteurs nationaux, ça concerne les acteurs locaux, ça concerne les acteurs ruraux, urbains, peu importe. En fait, ces impacts-là, on les voit de partout. Il y a quand même quelques conditions pour que ça puisse marcher. On en a dénombré 3. Tout d'abord, les écosystèmes qui sont déjà engagés, il faut les valoriser. C'est pour ça que les rencontres comme aujourd'hui sont importantes pour montrer ce qui se fait, pour valoriser les actions des uns et des autres et montrer qu'il y a déjà un mouvement qui est en marche. La deuxième condition, c'est quand même qu'il faut accompagner les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, parce qu'on voit bien, et vous l'avez probablement déjà expérimenté chacun, que les coopérations, ce n'est pas simple. Et surtout, ça re-questionne le modèle socio-économique de chacun. On voit bien que dans des environnements budgétaires extrêmement contraints, les organisations sont obligées de trouver les complémentarités. Donc ça pose la question des modèles socio-économiques. Et enfin, Philippe, vous en parliez, la question des compétences, de l'humain, l'investissement dans l'humain. Il faut développer les compétences parce que coopérer, ce n'est pas inné. On a plutôt tendance à faire tout seul. Et donc, il faut pouvoir développer ces compétences. Et donc, vous l'avez compris, ces 3 conditions, ce sont finalement les 3 thématiques qu'on va aborder d'ici quelques minutes dans le cadre des parcours ateliers qu'on va vous proposer. Mais avant de partir en parcours atelier, on a souhaité donner un éclairage international à cette rencontre nationale et c'est pour ça que je vais accueillir à mes côtés Gaëtane Vicard et Fabien Courteil et je vous remercie Monsieur Cornalba et Monsieur Dacosta de vos interventions. Merci beaucoup. Alors, Gaëtane Vicard que j'accueille, qui est directrice de Convergence, et Fabien Courteil qui nous rejoint, qui est directeur des alliances et des partenariats d'Acted. Bonjour à vous et merci pour l'accueil, on va comprendre pourquoi je dis ça. Alors, Convergence, d'abord, c'est un espace de réflexion, de mobilisation qui est dédié aux objectifs de développement durable. C'est aussi un lieu d'observation des innovations territoriales. Vous allez nous expliquer, parce qu'en fait, vous avez créé le concept de Maison 3.0. Là, aujourd'hui, on est dans celle de Paris. Il en existe une autre dans les Hauts-de-France, à l'Ermitage. Il y en a aussi 4 à l'international. Alors, Gaëtane, est-ce que vous pouvez déjà présenter Convergence et puis nous expliquer ce qu'est une Maison 3.0 ? Merci beaucoup. Et donc, bienvenue au RNCT, aux Rencontres nationales de la coopération territoriale à la Maison 3.0 Paris, qui est effectivement ce laboratoire des convergences.
L'association Convergence, elle a été lancée en 2008. C'est cette plateforme de mobilisation multi-acteurs qui promeut les objectifs de développement durable et qui œuvre à la construction d'un monde 3.0. Comme on l'entend dans le nom de la maison. Le 3.0, c'est zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Et donc Convergence travaille dans tous les domaines liant justice sociale et transition écologique face aux défis climatiques, environnementaux, économiques, sociaux qui se déploient devant nous dans tous les territoires en fait. On travaille de manière systémique parce que les défis sont connectés entre eux. Avec tous les acteurs pour lutter contre le repli et la fragmentation qu'on observe aussi dans beaucoup de territoires. Et pour faire écho à ce qui s'est déjà dit ce matin, on ne peut pas faire seul, on ne peut pas répondre à une polycrise ou à des polycrises avec plus de fragmentation. Et on ne peut pas s'adresser uniquement au sujet de la pauvreté, uniquement au sujet de l'environnement. Tout ça est connecté. On ne peut plus séparer l'humain de son environnement. Donc on travaille à l'intersection de tous ces sujets-là. Depuis 2008, on a organisé 16 forums mondiaux à Paris, donc ici, et 18 forums à travers le monde qui sont en fait co-construits avec les acteurs sur place, avec les écosystèmes très variés dans les pays dans lesquels on peut être invité. Je parle de la Tunisie, du Canada, du Tadjikistan, de la République du Congo, de la Syrie aussi, voilà, dans des territoires dans lesquels ces sujets sont aussi extrêmement importants et centraux. On a pu se focaliser sur des thématiques comme le rôle de la société civile, par exemple, dans la gouvernance locale et le développement durable, la promotion de l'économie circulaire, la restauration des sols, la gestion de l'eau de manière durable via les bassins versants. Donc on n'est pas très loin des biorégions dont on entend parler aussi dans nos contrées. Ces 18 forums à travers le monde, ils ont rassemblé 80 000 personnes à aujourd'hui et on en organise encore 3 de plus cette année. Donc voilà pour Convergence. Pour ce qui est de la maison 3.0 à Paris, ça fait beaucoup de sens d'accueillir ici les rencontres nationales de la coopération territoriale parce que la Maison 3.0, c'est un espace collaboratif au service de ceux qui agissent déjà dans les territoires pour valoriser et partager leurs solutions locales, faciliter l'innovation, accélérer les partenariats entre des acteurs qui se parlent peu ou même se parlent pas. Donc ces maisons, elles font effectivement partie d'un réseau. On en a en fait aujourd'hui 12 à travers le monde. Ça grandit vite, ça essaime. Une fois qu'on a quelque chose qui marche, c'est très chouette. Donc il y a effectivement celle dont vous parliez dans les Hauts-de-France qui est l'Ermitage. Il y en a une aux Philippines dont tu pourras parler, Fabien, au Kenya, au Pakistan, au Sri Lanka. Et ces maisons, elles proposent en fait des programmes d'incubation, de l'accompagnement pour la société civile et la jeunesse, des espaces de coworking, des rencontres débats, des ateliers inspirants, etc. L'idée, c'est vraiment de rassembler le secteur privé, associatif, les acteurs publics, académiques, etc. et de faire ensemble, de casser tous ces silos-là. Et comme il se disait juste avant également, l'idée, c'est vraiment de se comprendre, de trouver des points de convergence et de développer d'autres façons de travailler parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ensemble, on n'a pas l'habitude d'autres façons de faire et donc il faut souvent se décrypter, trouver un langage commun. Évidemment abandonner tout son jargon, mais c'est même pas suffisant, il faut réussir à se mettre à la même table et vraiment se comprendre. Donc c'est vraiment passionnant. La Maison 3.0 Paris, ici, elle a le même mandat et elle vise aussi à connecter tous ces écosystèmes locaux qui sont vraiment ancrés dans leur territoire et dans leurs enjeux locaux à l'échelle internationale pour décloisonner encore davantage. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Fabien Courteil, donc vous êtes directeur des alliances et des partenariats d'Acted. Acted, c'est l'ONG qui a lancé justement Convergence en 2008. Et avec le Rameau, en 2012, vous avez lancé un appel à la co-construction du bien commun.
Est-ce que vous pouvez nous illustrer concrètement avec des exemples internationaux ces fameuses alliances d'intérêt général? Merci. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'un des atouts d'Acted, c'est déjà sa présence internationale. On est présent dans plus de 40 pays dans le monde. Mais au-delà d'une présence internationale, c'est une connaissance des territoires dans lesquels on intervient. Pour certains des pays depuis plus de 30 ans et dans lesquels on œuvre à l'émergence d'un monde plus juste qu'on a plus tard théorisé sous la forme du 3.0. Et on a toujours eu cet ADN du partenariat ou cet ODD 17 dont parlait Charles Benoît tout à l'heure comme mandat pour faire émerger un certain nombre de partenariats dans le cadre de convergence, et on essaie d'appliquer la même méthode sur les territoires. Et on intervient dans des contextes plus ou moins en crise, parfois des crises assez importantes, où on travaille avec les entrepreneurs, le monde académique, la société civile, les autres acteurs humanitaires, et on est témoin d'un nombre important d'ingéniosité, d'innovation, de capacité d'adaptation qui vraiment méritent d'être partagées, d'être illustrées au-delà des territoires dans lesquels on en est témoin. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers Convergence, lorsqu'on l'a un petit peu amené dans les différents pays où on était présent. Et c'est ça qui a permis aussi de faire émerger derrière le projet des maisons 3.0. Comment est-ce qu'on arrive à garder cette dynamique et ce momentum qu'on a pendant un forum où tout le monde s'engage, on fait des déclarations pour le bien commun et on s'engage autour de plein de belles choses. Et puis souvent, on a cette fâcheuse tendance le lendemain à retourner à nos propres indicateurs et à nos propres intérêts personnels. Donc comment est-ce qu'on fait vivre cette volonté de partenariat et cette dynamique de co-construction tout au long de l'année à travers peut-être un espace physique? Donc c'est un petit peu de là qu'est née la première maison 3.0 aux Philippines, que j'avais eu la chance de lancer avec tout un tas de partenaires. Et aujourd'hui, c'est une dynamique de plus de 400 organisations dans un groupe WhatsApp qui réfléchissent ensemble à comment est-ce qu'on transforme les Philippines comme étant un pays 3.0. Comment est-ce qu'on avance tout un tas de sujets, tout un tas d'initiatives, parfois portées par le monde académique, parfois portées par le secteur privé. On décloisonne, on crée un espace de dialogue et de confiance entre ces différents partenaires. Et on essaie de faire en sorte que tout ce qui émerge puisse être partagé avec tout un réseau d'autres maisons, toutes les maisons qui sont maintenant un petit peu partout. Mais aussi, on se rend compte qu'il y a toutes ces connaissances, tous ces savoir-faire, toutes ces innovations, elles peuvent aussi venir nourrir une partie des réflexions qui sont en France ou en Europe. Comment est-ce qu'on apprend de ces pays qui font face à des aléas climatiques beaucoup plus importants que ce qu'on est en train de connaître en France, ou qui font face à des crises beaucoup plus importantes? Comment est-ce qu'on se nourrit de ces apprentissages, de ces expériences, de parfois plus de 7 ans d'innovation ou plus de 100 ans d'innovation dans certains des pays pour venir nourrir ces projets? Et c'est ce qu'on essaie de faire notamment avec une initiative qui s'appelle No Planet B, qui est financée par l'Union européenne, qui nous permet de soutenir une quarantaine d'initiatives en France pour une transition juste sur des enjeux de précarité énergétique, de mobilité, d'emploi vert, en partenariat avec 7 autres ONG européennes, donc en simultané dans 8 pays en Europe. Et on essaie de créer ces ponts avec les innovations qu'on aperçoit ou qu'on accompagne à travers le monde pour venir nourrir des projets de territoire en France et peut-être aider à l'adaptation et la préparation aux risques majeurs ou aux prochains enjeux auxquels nos territoires font face. Et voilà, on cherche un petit peu à trouver comment s'inspirer de tout ce qui peut se passer à travers le monde pour nourrir des projets de territoire en France, pour créer de la cohésion sociale en France, et puis changer un petit peu le prisme de lecture, trop souvent nord-sud, sur quelque chose qui sera peut-être plus sud-nord, sud-sud ou d'autres manières de le faire. Donc c'est ça qu'on voit, nous, derrière cette dynamique d'alliance et cette dynamique de partenariat multi-acteurs pour aller faire en sorte que ce 3.0 ne soit pas simplement un joli logo et un joli slogan, mais aussi une réalité dans les différents territoires, autant ici en France que dans les endroits où on intervient avec Acted. Merci beaucoup. Alors effectivement, coopération territoriale, ce territoire étant national, international ou franco-français, comme on l'a vu jusqu'à présent. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre accueil. C'était magnifique et puis le lieu est aussi très agréable. Alors on va enchaîner, donc on va vous présenter la suite du programme. Il va y avoir une petite pause, mais vous allez tous partir en parcours atelier. Donc je rappelle les 3 parcours. Atelier, projet de territoire et coopération, c'est le combo gagnant au lendemain du renouvellement des exécutifs. Le 2e atelier, c'est vers de nouveaux équilibres socio-économiques des organisations publiques et privées. Le 3e, développer et valoriser les compétences pour piloter des trajectoires justes et durables. Donc,
Vous avez dû tous vous inscrire à l'un de ces 3 ateliers, ce qui veut dire que normalement, vous avez tous reçu de la part des pilotes votre lien pour participer à la visio. C'est soit un lien Teams, soit un lien Zoom. Et normalement, vous êtes attendus dans chacun de vos ateliers aux alentours de 11h45. Donc de toute façon, nous, on se retrouve à 16h15 sur le même lien pour entendre justement tout ce qui sera dit d'ici là dans ces parcours. Et on vous souhaite bien sûr de très beaux échanges, d'inspiration, d'implication, de partage de pratiques, avec probablement quand même une pause déjeuner à mon avis. À tout à l'heure.